Alors qu'un Tyrion affaibli affrontait Nkari au pied de la tour de Hoth, Nagaroth faisait face à ses propres ennemis. La férocité de la horde ensanglantée avait balayé les défenses septentrionales avant d'assiéger les plus grandes cités de Nagaroth. Valkia, qui commandait l'hoste du chaos, était tombé lorsque le roi sorcier avait mené personnellement l'assaut qui avait brisé l'encerclement de Nagaronde. Toutefois, les champions de Valkia continuaient le combat au nom de Khorne, et on racontait même que la reine du carnage avait survécu à la colère de Malekith, et qu'elle préparait une autre attaque. Khurran Dark-End, le capitaine de la Garde Noire, pensait que Malekith aurait ordonné de traquer Valkia et de pendre sa peau écorchée depuis la plus haute tour de Nagaronde. Cependant, même si Khurran refusait de l'admettre, les motivations du roi sorcier semblaient plus motivées par le souci de survivre que par la vengeance. En effet, Khurran n'avait jamais vu une invasion d'une telle ampleur assaillir Nagaroth. Chaque armée de Nordiques que les Drukhis écrasaient était immédiatement suivie par une autre, sans que les pertes paraissent les affecter. Pire encore, le roi sorcier avait été absent au début de l'invasion. Par conséquent, ses lieutenants s'étaient comportés avec leur égoïsme habituel et s'étaient contentés de défendre leur propre domaine. C'est ainsi qu'une vaste horde de guerriers assoiffés de sang s'était aventurée vers le sud aussi loin que Clar-Caronde et avait mis la ville à sac. L'armée de Haggraif, de Malus Darkblade, aurait facilement pu l'en empêcher, mais bien évidemment, le seigneur bâtard ne s'était soucié que de ses propres intérêts. Partout, la même histoire se répétait. Les armées de Nagaronde étaient éparpillées et réfrénées par l'orgueil démentiel de leur chef. Arganeth était dévastée. Ces pierres, maculées de sang, voyaient s'affronter nuit et jour des guerriers, pour lesquels seule la gloire du carnage avait la moindre importance. Au début, Hellebron avait appelé à l'aide, mais lorsque les missives successives étaient restées sans réponse, elle avait accepté cette bataille comme un don de Cain. D'après ce que l'on rapportait, elle arpentait désormais les rues de la cité et tranchait la gorge de tous ceux qu'elle croisait. Ebnir Soulflayer, dont le titre était en péril suite à sa vaine défense de la tour de guet de Volroth, avait mené une armée dans la région des glaciers, dans le but de stopper l'afflux de Nordiques et regagner ainsi l'estime du roi sorcier. Soulflayer était mort en quelques heures aux côtés de milliers de ses soldats. Cette perte catastrophique mettait davantage en péril la survie de Nagaroth. Bien sûr, il y avait des exceptions. Même au sein des elfes noirs, on comptait des individus capables de faire passer les intérêts du royaume avant les leurs. Lorsqu'une dizaine de chefs de guerre de la horde ensanglantée avaient lancé leurs navires en direction de l'île glaciale de Karondkar, Lokir Fellhort et Drain Blackblood avaient mis de côté leurs différends afin d'attaquer la flotte du chaos. Ensemble, ils étaient parvenus à de bien meilleurs résultats que s'ils avaient œuvré séparément, et les envahisseurs furent en partie massacrés. Pourtant, le nombre de Nordiques était bien trop important, et pour chaque drakkar coulé, 2 autres parvinrent à accoster sur les rivages de la cité des esclaves. La ville aurait pu tenir bon si un séisme soudain n'avait pas creusé une brèche dans les murailles. Au départ, cet événement fut interprété comme un désastre de plus en cette époque funeste, jusqu'à ce que les catacombes sous la ville soient envahies par des nuées d'hommes rats. Bloqués entre la rage sanguinaire des guerriers nordiques et la sorcellerie alimentée par la malpierre des Skaven, les défenseurs furent rapidement submergés.
Les cales de Brackblood et de Fellheart s'emplirent en quelques heures de réfugiés fuyant la ville. Quant aux esclaves, ils furent abandonnés dans leurs cages, à la merci des envahisseurs. 3 cités étaient tombées, mais 3 autres tenaient encore bon. Nagaronde put profiter d'une pause momentanée dans les combats, et Malekith se dirigea vers le nord à la tête d'une armée de plusieurs milliers de soldats. Morathi s'était enfermé dans Gronde dès l'arrivée de la horde ensanglantée, sans prévenir les autres cités de la menace, et le roi sorcier était désireux de découvrir pourquoi elle avait agi ainsi. Kuran était aux côtés de son maître, et savait que c'était une mission risquée. Si Morathi était une traîtresse, et même si ce n'était pas le cas, elle connaissait des centaines de manières de torturer un insolent qui pénétrait dans ses domaines. C'est pour cette raison que cette tâche avait d'abord été dévouée à Malus Darkblade. Et c'était également pour ça qu'il s'était empressé d'aller guerroyer loin de ses terres. Suppliant Malekith de se montrer indulgent, il avait enfin mené son armée vers le sud et les ruines de Clark-Aronde. Puis avait pris soin de mettre en scène le sauvetage des réfugiés qu'il avait escortés jusqu'à la sécurité toute relative de Haggrave. Il préférait 1000 fois affronter les hordes de Nordiques avides de sang que d'encourir la colère de la sorcière suprême de Gronde. En dépit de son mépris envers Darkblade, Kuran n'était pas certain qu'il aurait agi autrement s'il avait été à sa place. Bien sûr, en offrant un abri aux survivants de Clark-Aronde, Darkblade avait dans la foulée augmenté son influence au sein du royaume dévasté, et ce détail n'avait pas échappé au capitaine de la Garde Noire. La chevauchée vers Gronde était dangereuse, car les frontières de Nagaronde résonnaient encore des tambours des Nordiques. Un tiers de l'armée périt lors de ce voyage vers le nord, à cause du blizzard ou des lames cruelles des barbares. Malekith ne tint pas de conseil de guerre au cours de cette marche éreintante, si bien que même Kuran ne put deviner ses intentions exactes. Le roi sorcier paraissait parfois plongé dans une conversation, mais il murmurait comme à lui-même et ne s'adressait à aucun membre de son escorte. Kuran l'avait déjà vu ainsi, c'est pourquoi il ne s'en inquiétait pas. Il savait que beaucoup de choses lui échappaient, ce qui lui convenait. C'était même pour cette raison qu'il n'avait jamais convoité de rang supérieur à celui de capitaine de la Garde Noire, afin de se protéger des machinations. Cependant, il était certain que son maître savait parfaitement ce qu'il faisait. Le roi sorcier ne participa aux batailles livrées par son armée qu'une seule fois. Le reste du temps, il laissa ses vassaux se débrouiller seuls. À 40 lieues de Gronde, sa force rencontra une horde du chaos composée non pas de mortels, mais de démons, attirés dans le monde matériel par le sang et les effluves de magie. Un immense buveur de sang menait cet hoste, et lorsqu'il s'approcha, une soif de sang terrible s'empara des rangs des elfes noirs. Les Nagarotti se ruèrent au combat sans se soucier de leur vie. Ils jetèrent leurs boucliers et leurs arbalètes, et même les servants des balistes abandonnèrent leurs machines pour se joindre au massacre. Kuran, qui pourtant était toujours d'un calme immuable au combat, se jeta dans la mêlée en frappant sauvagement. Lorsqu'aucun démon ne se trouvait à leur portée, Lorsqu'aucun démon ne se trouvait à leur portée, les elfes se retournaient les uns contre les autres. Toute l'armée aurait fini par être exterminée, si Malekith, qui était le seul à ne pas être affecté par la soif de sang du démon majeur, n'était pas intervenu. Il s'envola sur le dos de Séraphon et s'approcha du démon majeur pour le frapper d'un trait de ténèbres. Il enfonça ensuite jusqu'à la garde le destructeur dans l'orbite gauche de son ennemi. Suite à la destruction du démon, les elfes noirs retrouvèrent un semblant de discipline. La bataille fit rage de nombreuses heures encore, mais dès la disparition du buveur de sang, l'issue du combat ne fit plus le moindre doute.
Suite à cela, on se demanda comment Malekith avait résisté à l'influence du démon majeur. Seul Kuran le comprit. L'âme du roi sorcier était si haineuse qu'elle débordait déjà comme une coupe trop pleine. Finalement, Malekith atteignit Gronde, ou plutôt l'épais labyrinthe de ronces noires qui se trouvait là où la tour aurait dû se trouver. Des buissons s'étendaient sur des dizaines d'acres et s'élevaient parfois si haut qu'ils auraient surplombé les murailles de Nagaronde. Ces ronces ressemblaient à une végétation ordinaire dont la croissance aurait été décuplée par la magie. Toutefois, lorsque l'armée s'arrêta à la lisière, les elfes remarquèrent que les branches se mouvaient telles de l'eau et se tendaient vers ceux qui s'approchaient trop près. Des squelettes étaient enchevêtrés dans ce haillé et quelques cadavres frais étaient vidés de leur substance par des lianes noires qui s'enfonçaient dans leur corps. Il n'était guère étonnant que l'envahisseur eût évité ce lieu. Lorsque Malekith s'approcha, le mur de ronces s'ouvrit pour découvrir Drusalla, une des sorcières de Morathi. Elle était d'une beauté à couper le souffle, même selon les standards déjà surnaturels de la cour de Morathi. Des tiges d'aubépine dressaient ses cheveux et ondulaient comme les serpents d'une méduse. Elle s'adressa au roi sorcier avec déférence. Elle expliqua que sa venue était attendue et que la royale Morathi, désormais l'incarnation de Hekarti, lui accordait audience à lui et à lui seul. Tous ceux qui entendirent ce discours furent estomaqués à l'idée que la sorcière suprême se déclara d'essence divine, sauf Malekith, qui avait autrefois osé dire qu'il était l'avatar de Cain, et ce afin de s'assurer le contrôle des cultes de furie. Il suspectait que les motivations de sa mère étaient similaires. Les sorcières sombraient souvent dans la traîtrise. Par conséquent, Morathi devait s'assurer leur obéissance aveugle. Kuran protesta en entendant la demande de Drusalla. Il savait qu'on ne pouvait pas se fier à Morathi, il en avait déjà fait les frais. Néanmoins, Malekith lui ordonna de se taire et accepta. Il descendit de Séraphon et emboîta le pas de Drusalla. Les ronces se refermèrent derrière eux dans un bruissement funeste.